j'invite à nous rejoindre. Oui. Élise Marc Beckham. J'ai eu la chance, oui, de rencontrer Élise Marc Beckham à travers sa thèse. C'est une manière de rencontrer quelqu'un, mais pourquoi pas, portant sur ce que Cézanne ou ce que Merleau-Ponty a appris de Cézanne, qui pourrait être aussi comme titre ce que Cézanne a appris de Merleau-Ponty. Comment d'un philosophe à un peintre, comment dirais-je, une reconnaissance se fait, bon, à travers évidemment le travail de Élise Marc Beckham qui se doit de faire le go-between, qui nous permet de comprendre Cézanne comme peut-être on ne l'a pas compris, et qui a permis à Merleau-Ponty de construire non seulement sa phénoménologie, mais sa peinture fondamentalement. Donc, je vous laisse, Élise, le soin de nous convaincre de cette vérité-là. Bonjour à tous. Donc, depuis le mois de décembre dernier, docteur en philosophie, dans le cadre d'une thèse où j'ai eu le bonheur de participer comme membre du jury, que vous êtes certifiée de philosophie et enseignante à l'université de Rouen. Merci cher Denis pour l'invitation et également pour l'accueil chaleureux au sein de la Société Cézanne. Merci aussi à Rossella pour sa disponibilité dans l'organisation de la journée. Effectivement, comme le disait Denis, ça fait quelques années que je travaille à montrer l'influence de Cézanne sur la pensée de Merleau-Ponty, qui est un philosophe né en 1908 à Rochefort et mort brutalement en 1961 à l'âge de 53 ans. Il est connu pour ses apports au mouvement philosophique appelé phénoménologie, dont vous avez déjà entendu parler avec Adrien. Et ce sujet de l'influence de Cézanne sur Merleau-Ponty était resté jusqu'alors très peu étudié pour des raisons liées aux spécificités de l'exégèse de son œuvre. Mais pourtant, les liens du philosophe avec Cézanne sont privilégiés et sans pareil par rapport à ceux qu'il entretient avec d'autres artistes. Ils sont aussi durables tout au long de son travail. Et enfin, ces liens sont tout à fait déterminants dans la manière dont le penseur formule et reformule diversement sa pensée. Tout d'abord, qu'est-ce que la phénoménologie ? C'est une certaine pensée qui essaye d'appréhender les phénomènes du monde tels qu'ils se donnent immédiatement et non pas tels que nos interprétations abstraites nous disent qu'ils se donnent. Le slogan phénoménologique par excellence, c'est celui du fondateur de ce mouvement, Husserl, qui parle, je cite, de retour aux choses mêmes. Ce qui intéresse particulièrement le jeune Merleau-Ponty qui débute sa carrière dans les années 1930, c'est de proposer une nouvelle pensée phénoménologique de la perception en particulier. Et c'est précisément autour de cet enjeu qu'intervient Cézanne dans ses travaux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut préciser que même si Merleau-Ponty n'a aucune formation en histoire de l'art, son travail de documentation sur Cézanne est pour l'époque remarquable et très complet. Il est familier de tous les témoignages publiés dans les années 1920. Le Cézanne de Joachim Gasquet, publié pour la première fois en 1920 chez Bernheim Jeune, est pour lui un incontournable qu'il lit et relit et qui l'accompagne jusqu'à ses derniers écrits. En outre, la décennie 1930 marque le début des publications académiques au sujet du peintre, et Merleau-Ponty n'en rate rien. Il lit en 1936 le Cézanne de son ami René Huyghe, alors conservateur du département des peintures au musée du Louvre et directeur de la revue L'Amour de l'art. Il annote aussi rigoureusement le travail de thèse de John Ruald, Cézanne, sa vie, son œuvre et son amitié pour Zola, qu'il possède dans son édition originale, parue chez Albin Michel en 1939. Et enfin, il lit le travail de l'historien d'art autrichien Fritz Nowotny, dont vous avez déjà entendu parler avec Adrien. Les lectures de Merleau-Ponty sont donc déjà très spécialisées et pointues. Au-delà de ces lectures, selon les témoignages, le jeune philosophe passait beaucoup de ses matinées dans les musées de Paris durant ces années-là. Malheureusement, les 6 messes parisiennes de l'époque sont plutôt pauvres en toile cézannienne et peu représentatives.
Grâce aux legs Camondo, Caillebotte, Pellerin et Reinach, la collection publique regroupe en majorité des natures mortes et presque toutes les œuvres ont été composées dans les années 70-80. Aucun portrait, aucune composition de baigneur, aucune montagne Sainte-Victoire et seulement un paysage de Provence. Néanmoins, c'est sûrement face à pommes et oranges que Merleau-Ponty se formule ses premières réflexions sur le motif des pommes chez Cézanne. Et j'y reviendrai. Merleau-Ponty complète ses lacunes parisiennes lors de son voyage à Londres en 1935. Sur les conseils de son amie Simone de Beauvoir, il se rend à la Tate et y découvre entre autres un des derniers jardiniers Vallier dont il reparlera dans un de ses derniers travaux. J'y reviendrai aussi. Il se rend également à la galerie Courtauld, à peine ouverte au public, où il découvre le lac d'Annecy, qu'il évoque directement dans son travail. Il découvre aussi sûrement sa première toile de la montagne Sainte-Victoire. Mais le plus grand moment cézannien de Merleau-Ponty durant cette décennie de travail préparatoire, c'est sans hésitation la première rétrospective de son œuvre, organisée en 1936 au musée de l'Orangerie sous la direction de René Huyghe, dont il est ami, et de John Ruald. C'est la première financée par une institution française. Le grand public découvre Cézanne et les amateurs parisiens ont enfin les moyens de développer une intelligence générale de son œuvre. L'exposition regroupe environ 180 productions cézanniennes, des peintures à l'huile, mais aussi un bon nombre de croquis et d'aquarelles. Toutes les époques stylistiques du peintre sont représentées, tous les motifs principaux également, hormis Bibémus. Cet événement constitue le seul et unique point de repère cézannien pendant un long moment, puisque aucune rétrospective de cette envergure n'aura plus lieu à Paris jusqu'en 1954. Je n'ai pas le temps de m'y étendre davantage, mais les travaux de Merleau-Ponty sont en dialogue étroit avec cette rétrospective, notamment avec certains des choix muséologiques audacieux de ces deux directeurs et certains des tableaux de l'exposition. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Dans ses premiers travaux, le philosophe puise dans le travail de Cézanne les arguments d'un renversement complet de la manière dont la question de la perception est pensée par la tradition philosophique classique, notamment par Descartes. Pour Descartes, la perception sensible en tant que telle ne nous donne pas accès au sens des choses que nous percevons. Si j'identifie cette table comme table, ce n'est pas parce que je la perçois table au moyen de mes sens, c'est parce que je la conçois table. C'est parce que j'ai présent à l'esprit un concept intellectuel de table qui englobe toutes les formes possibles que la table peut prendre, plus ou moins grande, plus ou moins haute, faite en bois, en plastique, en métal, etc. Donc c'est parce que j'ai ce concept à l'esprit que je peux identifier la table comme table au moment où elle se présente à moi, ou au moment où elle se présente à moi. Donc pour Descartes, l'acte de perception purement sensible nous donne accès à des données qui sont seulement chaotiques et confuses. Et le philosophe disqualifie complètement la perception au profit de ce qu'il appelle, je cite, l'inspection de l'esprit, qui seule rend l'expérience intelligible. Pour Merleau-Ponty, cette disqualification philosophique traditionnelle de la perception doit être remise en question à travers une nouvelle phénoménologie de la perception, justement. Il rédige à cette fin ses deux thèses et plusieurs articles durant les années 30-40, et Cézanne est partout une figure centrale de son argumentation, surtout dans l'article qu'il lui consacre, intitulé Le doute de Cézanne, publié en 1945. Son propos s'articule autour d'une première grande idée. Le monde sensible doit être réhabilité dans sa capacité à s'auto-configurer selon une signification pré-réflexive qui n'est pas confuse et qui n'a pas besoin d'être conceptualisée par l'homme pour être sensée et structurée. C'est le monde qui se donne forme sous nos yeux et non pas nous qui donnons forme au monde. La conceptualisation de l'expérience par l'esprit intervient seulement dans un second temps et n'est pas primordiale, comme dit Merleau-Ponty. Dans sa deuxième thèse, Phénoménologie de la perception, le philosophe prend l'exemple très parlant de la vision du ciel bleu, dont je vous ai mis l'extrait à gauche. Moi qui contemple le bleu du ciel, je ne suis pas en face de lui un sujet acosmique. Je ne le possède pas en pensée. Je ne déploie pas au-devant de lui une idée du bleu qui m'en donnerait le secret. Je m'abandonne à lui
Je m'enfonce dans ce mystère. Il se pense en moi. Je suis le ciel même qui se rassemble, se recueille et se met à exister pour soi. Ma conscience est engorgée par ce bleu illimité. Bien sûr, le ciel du géographe ou de l'astronome n'existe pas pour soi, mais du ciel perçu ou senti, sous-tendu par mon regard qui le parcourt et l'habite, milieu d'une certaine vibration vitale que mon corps adopte, on peut dire qu'il existe pour soi, en ce sens que chaque partie de l'ensemble est sensible à ce qui se passe dans toutes les autres et les connaît dynamiquement. Le ciel du géographe ou de l'astronome est un objet scientifique inventé par la pensée, dont l'existence est bel et bien entièrement dépendante d'un travail de conceptualisation. Mais le ciel de l'expérience commune, celui du poète ou du peintre, se révèle comme ciel bleu, non pas parce que notre esprit tout-puissant lui aurait adjoint le concept de ciel bleu, mais plutôt parce qu'en amont de tout travail de réflexion, son déploiement sensible en tant que tel nous le manifeste comme ciel bleu. Il existe pour soi. Il est doué d'une certaine dynamique qui le rend naturellement signifiant. Ce n'est pas nous qui pensons le ciel bleu, c'est lui qui se pense comme ciel bleu en nous, grâce à l'organisation logique de ses qualités sensibles propres. Merleau-Ponty reprend dans ce passage une expression cézannienne bien connue, qui témoigne de l'influence du peintre sur lui. Je vous l'ai mise juste à côté. Toute sa volonté, donc la volonté de l'artiste, doit être de silence. Il doit faire taire en lui toutes les voix des préjugés. Oublier, faire silence, être un écho parfait. Alors, sur sa plaque sensible, tout le paysage s'inscrira. Le paysage se reflète et s'humanise, se pense en moi. Indéniablement, Cézanne est un point d'appui central dans le projet merleau-pontien de la réhabilitation de la signification propre du monde sensible. Merleau-Ponty vante, je cite, sa fidélité au phénomène. Fin de citation. Cézanne est pour lui un phénoménologue avant l'heure. Ses toiles donnent à voir ce monde qui existe pour soi et qui se donne à lui-même son propre sens avant toute réflexion. Le philosophe met principalement l'accent sur le travail cézannien d'organisation des couleurs. La manière dont la modulation des couleurs donne forme au motif sur la toile de Cézanne reproduit à l'identique la manière dont la modulation dynamique des différentes qualités sensibles de l'objet lui permet de se donner organiquement forme dans la perception dite primordiale. Merleau-Ponty prend l'exemple des pommes chez Cézanne, dont il dit qu'elles sont peintes, je cite, comme la nature les engendre sous nos yeux. Fin de citation. C'est-à-dire qu'elles sont peintes uniquement grâce à l'arrangement visuel des couleurs. C'est frappant donc dans le tableau du musée d'Orsay, Pommes et Oranges, dont je vous parlais tout à l'heure, notamment au niveau de la pyramide de pommes disposée dans l'assiette à gauche du tableau. C'est le travail de mélange gradué des couleurs qui leur donne forme et consistance, bien plus que celui plus intellectuel du dessin. La pomme qui se trouve en bas à droite de la pyramide, par exemple, on note d'abord les touches de rouge foncé disposées sur ses bords, dont l'intensité et la profondeur lui donnent une assise solide. Ces touches se nuancent ensuite en un ocre marron plus léger et aérien, mais doué d'une certaine chaleur pesante. Cet ocre se transforme ensuite en quelques touches d'un jaune orangé plus pâle, et enfin, là où la lumière et l'œil frappent le plus directement la pomme, Cézanne pose des touches vertes, rose pâle et beige orangé qui sont plus vibrantes et qui donnent vivacité à la pomme. Chaque touche de couleur entre dans un rapport modulé parfaitement harmonieux, logique et juste à l'égard des autres touches. Ce déroulement patient des nuances chromatiques, qui rend la pomme à la fois complètement solide et complètement vibrante, restitue pour Merleau-Ponty la façon dont elle se donne forme devant nous dans la perception, grâce à l'organisation dynamique de ses qualités visuelles propres. Cézanne affirme que son travail de modulation colorée est d'ailleurs si conforme à l'expérience perçue des motifs qu'il arrive même à en restituer jusqu'à l'odeur.
Ainsi, pour Merleau-Ponty, ces toiles ne sont pas une imitation ou une représentation du monde, ce serait une présentation au second degré, mais confèrent l'existence en soi à ce qu'elles expriment. Elles engendrent aussi solidement le perçu que dans la perception primordiale. Merleau-Ponty parle d'ailleurs des toiles de Cézanne comme, je cite, un spectacle qui se suffit. Fin de citation. Au point où quelqu'un qui n'aurait jamais de sa vie vu une pomme pourrait en faire l'épreuve complète par l'intermédiaire d'une toile de Cézanne, jusqu'à en sentir l'odeur. Merleau-Ponty porte particulièrement son attention sur les déformations cézanniennes bien connues, qui selon lui ne sont pas des preuves de je ne sais quelle inaptitude artistique ou de je ne sais quel déséquilibre psychique, comme certains critiques le défendaient à l'époque, notamment Camille Mauclerc, dont on a déjà entendu parler. Elles témoignent, ces déformations, du scrupule cézannien à montrer sur sa toile la réalité perçue telle qu'elle se configure devant nous, de manière naturelle et immédiate, et non pas telle qu'on la conçoit en esprit. Par exemple, Merleau-Ponty évoque la déformation cézannienne des volumes qui se manifeste chez Cézanne par l'absence de contours, leur discontinuité ou leur démultiplication frénétique. Il prend pour exemple les assiettes de Cézanne. Bien qu'elles soient vues obliquement, leur forme oscille autour de l'ellipse et n'est jamais exactement une ellipse. C'est flagrant dans Nature morte au plat de cerise. L'assiette de pêche vibre en ellipse et cette incertitude vibratoire engendre l'imprécision et la déformation des contours. Pour Merleau-Ponty, c'est à mettre au crédit du peintre, qui est scrupuleusement fidèle au vécu. Puisque nous sommes constamment en mouvement et que notre corps ne cesse jamais de multiplier les points de vue, notre perception n'est jamais statique et le contour unique et la forme précise des objets ne sont qu'une illusion schématique, rétrospective. Le champ perceptif, à son degré d'expérience le plus primordial, se trouve dans un état oscillatoire perpétuel, au sein duquel, je cite à nouveau Merleau-Ponty, les objets restent en place, mais après avoir vibré un instant. Fin de citation. En montrant que les déformations cézanniennes ne sont pas des entorses au mimétisme et sont justifiées par l'expérience vécue, le but de Merleau-Ponty est de favoriser une autre lecture plus clémente et positive de l'œuvre de Cézanne. Il lutte contre la lecture fasciste des historiens et des critiques d'art de l'époque qui considèrent que l'art moderne est un symptôme de la déchéance spirituelle de l'homme et qui emploient les déformations de Cézanne comme argument pour le dépeindre comme un homme malade qui a produit une peinture dégénérée et a condamné fermement. Merleau-Ponty dit de son rapport à Cézanne qu'il prend la forme, je cite, d'un échange de services. La peinture de Cézanne fournit un modèle de normalité perceptive aux philosophes, tandis que la philosophie restitue, par l'argument de cette normalité, toute sa dignité à la peinture de Cézanne, et cela contre les critiques psychopathologiques contemporaines associées à la doctrine de la dégénérescence de l'art moderne. Mais montrer que le monde sensible est doué d'un pouvoir de signification autonome qui précède toute mise en forme réflexive de la conscience, c'est aussi s'apercevoir que notre ouverture la plus primordiale au sens des choses passe d'abord par notre corps. Il faut le réhabiliter en philosophie lui aussi, contre sa dévalorisation traditionnelle au profit de l'activisme intellectuel de notre esprit. C'est la deuxième grande idée du jeune Merleau-Ponty. Toute une partie des analyses du philosophe sur Cézanne ne commente pas directement sa peinture, mais s'intéresse à sa posture corporelle devant le motif, avant qu'il ait posé la moindre touche sur la toile. Merleau-Ponty la caractérise souvent de méditative, et il montre qu'elle nous reconnecte à la manière dont la perception se joue primordialement dans le corps du sujet dit normal. Dans Le doute de Cézanne, article dont je vous parlais tout à l'heure, publié en 1945, Merleau-Ponty insiste sur la passivité avouée de Cézanne devant son motif, notamment dans ce passage que je vais vous lire et commenter à la fois.
Ce qui motive un geste du peintre, donc c'est-à-dire la cause de son mouvement, lorsqu'il commence à toucher sa toile ou lorsqu'il ajoute à sa toile. Merleau-Ponty dit que ce ne peut jamais être la perspective seule, ou la géométrie seule, ou les lois de la décomposition des couleurs, ou quelque connaissance que ce soit. C'est-à-dire que ce qui met la main de Cézanne en mouvement, ce ne sont pas des idées ou des concepts picturaux élaborés par son esprit, hors de tout rapport au monde. Et Merleau-Ponty continue: pour tous les gestes qui peu à peu font tableau, il n'y a qu'un seul motif, c'est le paysage dans sa totalité et dans sa plénitude absolue, que justement Cézanne appelait motif. Donc ce qui met Cézanne en mouvement, ce n'est rien d'autre que ce qu'il voit. Merleau-Ponty appuie ici sur le double sens de motif. D'une part, le motif est l'objet visible que Cézanne peint, c'est son sujet. D'autre part, c'est la raison profonde qui déclenche et guide son geste pictural. Le mot est bien choisi. Si Cézanne avait dit « je vais à l'objet » au lieu de « je vais au motif », le mot n'aurait pas été le bon. Merleau-Ponty termine: il commençait par découvrir les assises géologiques, puis il ne bougeait plus et regardait, l'œil dilaté, disait sa femme. Donc ici, la passivité est à son paroxysme. Le terme dilatation suggère une ouverture physique de l'œil, signe d'attention intense, mais provoquée de l'extérieur par le motif lui-même. Ce n'est pas Cézanne qui ouvre son regard, mais le paysage qui, par sa présence, élargit et emplit son champ de vision. Ce n'est pas l'œil qui dilate, qui analyse et tourne dans tous les sens le paysage comme un simple objet, c'est le paysage qui dilate l'œil. De là, Merleau-Ponty construit une analogie entre le corps dilaté de Cézanne face au motif et le corps de tout un chacun dans la perception primordiale. Il écrit, et c'est le texte que je vous ai mis en haut à droite: le sujet normal pénètre dans l'objet par la perception, s'en assimile la structure, et à travers son corps, l'objet règle directement ses mouvements. C'est cette prise de possession du motif, donc c'est cette prise de possession de Cézanne par le motif, dans son sens plein, que Cézanne obtenait après des heures de méditation. Nous germinons, disait-il. Les aveux de passivité du peintre ne sont pas des aveux d'impuissance. Ils témoignent d'une intuition très perspicace, du brouillage entre passivité et activité qui se joue au cœur de la perception, dans les rapports entre notre corps et le monde. Cézanne nous rappelle à cette évidence que notre corps est éprouvé, pénétré ou pensé par le monde, tout autant qu'il éprouve, pénètre et pense le monde. Notre corps perçoit, et le revers complémentaire de cela, c'est que notre corps est perçu par ce qu'il perçoit. Ainsi, le plat de cerise se pense en Cézanne, dilate son œil et tout son corps. Le sens plat de cerise émerge de cet empiètement généralisé des cerises sur lui et de lui sur ses cerises. Il les regarde, mais elles le regardent aussi. Il n'y a plus de distinction claire entre un pôle actif et un pôle passif. Le plat de cerise est tout aussi regardé qu'il est regardant, pareil pour le peintre. Cela n'est pas spécifique à Cézanne, cet empiètement qualifie la perception primordiale en général. Merleau-Ponty reprend à son compte l'expression cézannienne de la germination pour désigner le rapport de notre corps au monde perçu au-delà de la distinction activité-passivité. Cézanne déclare en effet, et je l'ai mis en dessous: je viens devant mon motif, je m'y perds, je songe, je vague. Le soleil me pénètre sourdement comme un ami lointain qui réchauffe ma paresse, la féconde. Nous germinons. Il faut la nuit pour que je puisse détacher mes yeux de la terre, de ce coin de terre où je me suis fondu. Le monde et le corps ne forment qu'une seule graine, et cette graine germe peu à peu à mesure que la perception a lieu. Aucun ne fait germer l'autre, les deux germent ensemble. D'un côté, le monde n'est plus cet objet passif, constitué par l'entendement, car il se structure de manière immanente. De l'autre, il a tout de même besoin, ce monde, de se penser en notre corps pour exister pleinement. Le corps fait accueil, il fait écho. Son mode d'ouverture n'est ni vraiment tout à fait passif, ni tout à fait actif. Merleau-Ponty emploie également des expressions comme co-naissance, co-naissance, ou encore accouplement, synchronisation et communion.
Certains commentateurs ont regretté que Merleau-Ponty normalise ainsi la posture corporelle de Cézanne et qu'il réduise la dimension proprement exceptionnelle de son travail. C'est un regret tout à fait justifié et que je partage, mais vis-à-vis duquel j'entretiens une certaine clémence, puisque cette démarche de normalisation de Cézanne participe à l'époque de sa réhabilitation. À la fin des années 1950, Merleau-Ponty mûrit et radicalise son travail philosophique sur la perception. Il acte, il acte qu'il n'y a aucune forme de pensée dont le sens soit totalement indépendant d'une expérience sensible. Le philosophe affirme que la perception est en tant que telle le seul mode d'accès à l'être des choses. À la fin des années 1950, il se concentre donc sur la formulation d'une nouvelle ontologie, donc ontologie ça veut dire pensée de l'être, réellement conséquente à l'égard de ce constat. Il introduit la notion très emblématique de chair, à laquelle il confère un sens qui sort de l'ordinaire et qui est aussi tout à fait inspiré de son travail renouvelé sur Cézanne. La chair merleau-pontienne ne désigne pas l'ensemble des tissus musculaires de l'animal ou de l'homme qui sont recouverts par la peau. Elle ne prend pas un sens directement corporel. A fortiori, la chair n'est pas non plus connotée érotiquement, comme dans l'expression les plaisirs de la chair, par exemple. Le terme de chair, chez Merleau-Ponty, est employé pour suggérer de manière très générale cette dimension d'entrelacement dans laquelle l'homme et le monde baignent. C'est à travers cet espace d'empiètement et de germination commune que l'être de toute chose se donne. La chair, ça n'est pas l'être, mais c'est un élément de l'être. C'est un terme que Merleau-Ponty emploie. Au sens que l'on emploie pour parler du feu, de l'eau, de l'air ou de la terre. La chair n'est pas vraiment une chose matérielle, ou encore une addition de choses matérielles. Ça n'est pas non plus une idée ou une représentation de l'esprit, mais plutôt ce tissu racinaire indestructible dans lequel tout est pris et qui conditionne la possibilité que quelque chose apparaisse. La chair n'a pas de lieu propre ni de temporalité propre. Elle est, je cite, inauguration du où et du quand. Fin de la citation. Elle n'est pas ce que nous voyons, elle est cette étoffe invisible par quoi ou grâce à quoi nous voyons. Elle est condition de possibilité de l'être. Et nous avons naturellement tendance à ignorer la chair dans notre existence quotidienne, de la même manière que nous n'avons pas conscience de chaque respiration que nous prenons. Suite à une commande de l'historien d'art André Chastel pour le premier numéro de la revue Art de France en 1960, Merleau-Ponty est amené à réfléchir aux éventuels liens entre la question picturale et sa nouvelle démarche ontologique, sa nouvelle pensée de la chair. Dans cet article intitulé L'œil et l'esprit, l'influence de Cézanne y est de nouveau très frappante, tout d'abord parce que Merleau-Ponty choisit de l'écrire au Tolonais, en terre cézannienne. Il sollicite le peintre Francis Tailleux pour louer sa maison durant l'été, la Bertrane, qui se trouve à quelques minutes de marche de Château-Noir et dont la terrasse offre une vue renversante sur la montagne Sainte-Victoire. À la fin de l'article, Merleau-Ponty prend d'ailleurs soin d'inscrire son lieu de rédaction, comme pour signifier qu'il a cette fois écrit sur Cézanne, chez Cézanne. C'est la première et dernière fois que le lieu d'écriture d'un texte est indiqué au bas d'une de ses productions. Au cœur de l'œil et l'esprit, conformément à sa nouvelle pensée ontologique, il y a désormais l'idée que le peintre, et l'artiste en général, n'est plus un artisan de la révélation du monde perçu, mais qu'il est désormais un artisan de la révélation de l'être à travers la chair invisible. L'artiste nous donne à voir l'être des choses, mais plus encore, il nous reconnecte à cette dimension charnelle qui nous est d'ordinaire cachée et qui conditionne l'apparition de l'être. Même si l'article se donne un but général et n'a pas directement pour objet la peinture cézannienne, Cézanne est indéniablement toujours le modèle à partir duquel le philosophe construit sa théorie de ce qu'il appelle la science secrète des artistes. À ce propos, Merleau-Ponty place directement l'article sous son patronage et met en exergue cette phrase de Cézanne que je vous ai mise en haut. Ce que j'essaie de vous traduire est plus mystérieux, s'enchevêtre aux racines même de l'être, à la source impalpable des sensations.
Cézanne facilite le travail de Merleau-Ponty, puisqu'il introduit ici de lui-même à l'idée d'un lien entre sa peinture et l'être. Par ailleurs, Merleau-Ponty ne formulera pas de meilleure définition de la chair. Cézanne a déjà trouvé tous les bons mots. Il y a l'être qui apparaît et se donne à l'expérience sensible, certes, mais il y a encore plus mystérieux. Il y a cette source des sensations qui se trouve aux racines de l'être, qui n'est pas l'être, mais qui permet à l'être d'être. Cette dimension permet que tout ait lieu, et elle est marquée par deux caractéristiques chez Cézanne, l'enchevêtrement et la difficulté à être senti comme tel, l'impalpabilité. Ce que Cézanne décrit, ce n'est rien d'autre que la chair merleau-pontienne. Depuis la terrasse de la Bertrane donnant sur Sainte-Victoire, dans la suite de l'article, Merleau-Ponty se met dans la peau de Cézanne et imagine quel type de regard le peintre pose sur son motif, quelles questions il lui formule afin que lui soit révélée sa source charnelle. C'est le passage que je vous ai mis en bas à droite. C'est la montagne elle-même qui, de là-bas, se fait voir du peintre. C'est elle qui l'interroge du regard. Que lui demande-t-il au juste? De dévoiler les moyens, rien que visibles, par lesquels elle se fait montagne sous nos yeux. Lumière, éclairage, ombre, reflet, couleur, tous ces objets de la recherche ne sont pas tout à fait des êtres réels. Ils ne sont même que sur le seuil de la vision profane. Ils ne sont communément pas vus. Le regard du peintre leur demande comment ils s'y prennent pour faire qu'il y ait soudain quelque chose, et cette chose pour composer ce talisman du monde, pour nous faire voir le visible. Le visible, au sens profane, oublie ses prémices. Il repose sur une visibilité entière qui est à recréer. Donc le regard du peintre va plus loin que le perçu désormais. Il cherche moins à se concentrer sur l'aspect prosaïquement visible de la montagne que sur les moyens par lesquels elle se fait montagne sous ses yeux et en lui. Ces moyens sont rien que visibles, mais ils sont à peine réels, car ils échappent communément à la vision profane, qui est accaparée par ce qu'elle voit, et pour qui ces prémices sont voilées et oubliées. La lumière, l'éclairage, les ombres, les reflets ou la couleur de la montagne sont moins des choses positivement perçues que l'envers charnel et dissimulé qui fait que montagne il y a. Plutôt que d'être directement visibles, ces dimensions nous font voir le visible. Elles sont, je cite Merleau-Ponty, dans la ligne du visible et forment une étoffe racinaire jamais tout à fait localisée. Elles donnent forme et visibilité à la montagne, mais elles ne sont pas la montagne visible en tant que telle. Elles touchent le peintre et se pensent en lui, mais malgré cet enchevêtrement, elles ne sont pas lui. A priori, il y a quelque chose de paradoxal à affirmer, par exemple, que la couleur fait partie des dimensions charnelles invisibles de la montagne. C'est parce que Merleau-Ponty fait la différence entre deux types de couleurs. Il y a la couleur spectacle, que l'on voit par automatisme, parce qu'il a été conventionnellement établi qu'on devait la voir. Quand on regarde la montagne Sainte-Victoire, on voit trois couleurs principalement. Le gris-blanc de la roche, le vert des arbres qui s'y trouvent et qui l'entourent, et le bleu du ciel. Et lorsque le soleil ne frappe pas de face, on voit les ombres noires. Et il y a ce que Merleau-Ponty appelle non pas la couleur spectacle, mais la couleur dimension, qui reste souvent invisible, parce qu'elle nécessite une méditation qui va plus loin que la couleur spectacle. On la voit sans la voir vraiment, car c'est elle qui nous fait voir. C'est elle qui, je cite Merleau-Ponty, crée d'elle-même à elle-même des identités, des différences, une texture, une matérialité. C'est elle qui, en somme, crée un quelque chose. Le bleu est chez Cézanne la couleur dimension par excellence, qui fait voir Sainte-Victoire plutôt qu'elle n'est vue. Il témoigne de sa fierté à Joachim Gasquet d'avoir réussi à voir ce bleu. Car, je cite, et c'est ce que j'ai mis à côté, car je cite, il est resté longtemps sans savoir peindre la Sainte-Victoire, parce qu'il imaginait l'ombre concave comme les autres qui ne regardent pas, tandis qu'elle est convexe, elle fuit de son centre. Au lieu de se tasser, elle s'évapore, se fluidise. Elle participe, toute bleutée, à la respiration ambiante de l'air. De fait, les toiles de Sainte-Victoire sont toutes plus ou moins bleutées en fonction de l'heure de la journée et de l'importance de l'ombre. Pour Merleau-Ponty, ce bleu dimension est proprement charnel
en ce qu'il, je cite, découpe un être plus général que l'être bleu. Fin de citation. Le bleu est la doublure charnelle invisible de la montagne. Il est une respiration présente partout et nulle part. Il n'est pas localisable sur la montagne. Il n'a pas de lieu dans la mesure où il est précisément ce qui donne lieu à la montagne. Pour Merleau-Ponty, c'est dans ses aquarelles que Cézanne fait craquer de la manière la plus frappante la couleur spectacle au profit de la couleur dimension. Dans cette aquarelle de la Sainte Victoire qui est reproduite dans L'œil et l'esprit, les touches posées par Cézanne ne sont presque que des nuances différentes de bleu plus ou moins foncé. Et la technique de l'aquarelle a cette spécificité que ces différents bleus se chevauchent en nappes transparentes qui ne disparaissent pas l'une dans l'autre, ce qui a pour effet de créer sur la toile un mouvement flottant et fluide, plus dynamique que dans la peinture à l'huile. Pour toutes ces raisons, l'aquarelle n'est pas mimétiquement ressemblante à la montagne communément observée. Elle n'en a ni les couleurs spectacle, ni l'assise géologique immobile et compacte. Et pourtant, on ne doute jamais lorsqu'il s'agit d'identifier ce motif. C'est parce que ce que la toile nous montre, ce n'est pas tant la sainte victoire de notre vision commune que la montagne en train d'apparaître depuis son armature bleutée, invisible et mystérieuse. C'est l'énergie charnelle de la montagne, qui n'est en elle-même aucune chose parmi les choses. À l'égard de cette énergie, Merleau-Ponty affirme que la question « où » ne se pose pas, qu'elle rayonne autour de plans qui sont en nul lieu assignables, puisqu'elle est ce qui donne lieu. Ainsi, pour Merleau-Ponty, je cite, « La montagne Sainte-Victoire se fait et se refait d'un bout à l'autre du monde, à travers les toiles de Cézanne, non moins énergiquement que dans la roche au-dessus d'Aix. » Mais pour Merleau-Ponty, le bleu, ou encore la couleur dimension en tant que telle, n'est pas la recette de la chair. Chez Cézanne, les toiles montrent également que le non peint peut parfois être tout aussi charnellement générateur que la couleur. Dans le Vallier de Londres, que Merleau-Ponty évoque, cette déchirure de blancheur au niveau de son pectoral droit, entourée par la chaleur des ocres qui solidifie son bras, permet au jardinier d'apparaître dans toute sa présence désaturée et flottante, sans toutefois devenir spectre. L'endroit prosaïque de Vallier, cette personnalité massive, mature et confiante que Cézanne traduit par l'usage des tons chauds. Réciproquement, son envers charnel et invisible, qui soutient insensiblement toute sa présence visible, c'est ce vacillement latent d'une existence qui touche bientôt à sa fin et que le peintre aixois transcrit par ses trouées de non-peints. En bref, dès ses premiers travaux sur la perception jusqu'à ses ultimes réflexions sur l'être, la pensée de Merleau-Ponty se construit en dialogue étroit avec la peinture de Cézanne. Par son intensité et par sa durabilité, ce compagnonnage entre peinture et philosophie est inégalé. Je vous remercie de votre attention.